Bienvenue dans le podcast de Genève Attractive, je suis Mathéo Yanni et aujourd'hui avec Marine Imbert, nous allons parler d'un sujet essentiel, la sécurité et son impact sur l'attractivité économique et financière de Genève. Et oui Mathéo, les chiffres récents sur les vols avec violence interpellent. Même si la Suisse reste l'un des pays les plus sûrs au monde, de tels événements peuvent peser sur la perception de Genève, localement comme à l'international. Alors à cela s'ajoute la cybercriminalité, qui elle aussi est en hausse et qui affecte directement notre économie. Alors quel impact cette insécurité a-t-elle sur les entreprises, les communes et les habitants et surtout comment y répondre ? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Édouard Condet, directeur de la Fondation Genève Place Financière. Bienvenue. Merci pour l'invitation, bonjour. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Maximilien Turrettini, conseiller administratif de la commune de Vendôme en charge de la sécurité. Bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Avant de parler de solutions ou d'attractivité, on voulait d'abord faire un état des lieux. Édouard Condet, vous qui interagissez souvent avec les acteurs économiques, les entreprises, la place économique, est-ce que la question de la sécurité, elle revient plus souvent dans vos échanges ? Effectivement, la question de la sécurité est primordiale, notamment pour la place financière, parce que la place financière a eu du succès à Genève grâce à la confiance que les clientes et les clients lui accordaient. Et il n'y a pas de confiance sans sécurité. Donc la sécurité est effectivement un paramètre clé. C'est la sécurité physique, c'est la sécurité des établissements et tous ces facteurs sont essentiels pour notre attractivité. Et il y a quelque chose qui revient vraiment plus. Alors je dirais que ce qui est très important, c'est que dans une situation géopolitique extrêmement insécure, Genève doit faire figure de lieu sûr à tout point de vue. Donc je pense que face à ces menaces globales, au niveau local, nous devons apporter des réponses adéquates à cette question de la sécurité qui revient dans toutes les discussions. Et vous, Maximilien Turrettini, à Vendôme, est-ce que les habitants parlent plus souvent de sécurité et d'insécurité ? Qu'est-ce qui remonte un peu dans vos échanges avec eux ? Alors tout à fait, c'est un sujet qui est devenu de plus en plus important dans les discussions avec nos habitants. Je pense pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'au niveau des chiffres, on a observé une forte hausse ces 2-3 dernières années. Et il y a un sentiment d'insécurité, alors qui est bien évidemment lié aux chiffres, mais qui est expliqué aussi par la hausse d'un certain nombre de points, notamment les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp, qui peuvent devenir un problème s'ils prennent trop d'importance et qui nourrissent, disons, ce sentiment d'insécurité. Mais c'est vrai qu'on constate depuis 3 ans une hausse des chiffres qui se normalise au niveau statistique par rapport à la situation pré-Covid, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on avait un petit peu oublié ce que voulait dire cambriolage ou homejacking, donc ça explique ça aussi. Mais comme tout sentiment, il faut bien évidemment s'en préoccuper. On ne peut pas se satisfaire d'une hausse des chiffres. Parlons économie. Vous, Édouard Condet, donc, vous représentez la place financière genevoise. Est-ce que justement aujourd'hui, la question de la sécurité pour attirer les entreprises et surtout les talents, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un critère fondamental ? Oui, je pense que c'est un point crucial pour l'attractivité pour les entreprises parce que la Suisse en général et Genève en particulier jouissent d'une très bonne réputation en termes de sécurité. Et au fond, les attentes sont très élevées. Alors c'est pour ça que si le sentiment d'insécurité augmente, eh bien, c'est un impact fort parce que les gens partent du principe que la Suisse et Genève sont des havres de sécurité, comme je le disais, dans un monde géopolitiquement très agité. Et pour les entreprises, notamment la place financière, a basé son succès sur la confiance. Et cette sécurité fait partie de ce concept de confiance. Donc, nous devons absolument la préserver. Et maintenant, il y a l'autre aspect, c'est pour les personnes physiques, évidemment, que ce soit les clients venant de l'étranger ou de la Suisse, et pour les collaboratrices et collaborateurs de la place qui ont besoin, pour être attirés dans les entreprises genevoises, de pouvoir être certaines qu'elles pourront vivre dans un environnement sûr. Donc ça touche au fond les entreprises à tous les niveaux, tant au niveau de l'entreprise elle-même, que de ses clients, que de ses collaboratrices et collaborateurs. Il y a aussi une concurrence assez féroce aujourd'hui avec d'autres places financières. On parle souvent de Dubaï ou Singapour, qui eux mettent en valeur ce paysage assez sécuritaire aussi. Est-ce que vous pensez à terme, Genève peut être aussi challengée là-dessus, vous l'avez dit, on a cette image d'un endroit bien sécurisé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, évidemment, c'est un facteur de concurrence très important et que d'autres places ne se gênent pas pour mettre en avant. Mais il y a la sécurité physique est une chose, mais la sécurité et stabilité politique et économique est tout aussi importante. Au fond, c'est un cumul de facteurs qui fait le succès de notre économie et de notre place. Donc, il faut avoir une vision globale, mais la sécurité physique est un élément important. Il y a aussi la qualité de vie. Donc, c'est un
un ensemble de facteurs qui rendent la Genève attractive. Ouais, c'est qu'on n'avait pas forcément cette perception avant. Enfin, donc aujourd'hui, si je reprends vos termes, la sécurité, ça englobe, ça fait comme la fiscalité, les infrastructures, la qualité de vie, c'est vraiment tout, si je vous entends bien, c'est ça. Oui, absolument. On ne peut pas prendre la sécurité à part. Elle s'inclut dans un ensemble de facteurs. Et je pense que la Suisse et Genève aussi ont un atout énorme avec la stabilité économique, politique et également monétaire, parce que d'avoir un franc fort, c'est aussi une sécurité pour les investissements. Parce que dans ce monde géopolitiquement agité, les gens sont à la recherche pour leur préservation du capital de places sûres avec la monnaie forte est également un gage de sécurité. Ah, c'est un autre type de sécurité. Mais vous, M. Touretinide, la sécurité aussi, ça un tout global aussi pour une commune, c'est comme justement la fiscalité, les infrastructures ou le niveau de la qualité de vie. Tout à fait et je dois dire que la concurrence existe, alors notamment en termes, communal, cantonal aussi et maintenant vous l'avez très bien dit, international. Donc il faut, qu'on fasse attention à la sécurité, de façon tout à fait globale. Il y a beaucoup de communes qui sont, considérées comme étant à risque au niveau économique parce que suffit qu'1 ou 2 contribuables, par exemple, quittent, le territoire communal et les finances, changent du tout au tout. Donc c'est des préoccupations qu'on a. Il y a un certain nombre de contribuables, en tout cas chez nous, qui nous ont fait part de leurs inquiétudes en disant: «Bah, nous, on est tout à fait mobiles. Si un jour on doit quitter le territoire, cantonal et donc la commune de facto, on le fera sans aucun problème. Donc préoccupez-vous, plus de la sécurité». Donc non, c'est une situation qui est fragile. Il faut à tout prix la maintenir, pour qu'on puisse conserver, le bien vivre que nous avons, actuellement à Genève. Mais cet équilibre-là, une fois de plus, est extrêmement fragile. Cette préoccupation, juste, elle est plus grande qu'auparavant. Je dirais que oui, pour un certain nombre de raisons, notamment par le post-Covid, je dirais, qui a changé un petit peu les mentalités. Je pense que les gens sont de plus en plus mobiles, non seulement les jeunes, c'était le cas avant, mais également maintenant, on a vu 2-3 acteurs qui ont quitté le territoire. Ça a fait grand bruit dans les médias ces dernières années et maintenant les personnes, plus âgées ou économiquement, plus stables ont cette tendance ou ce potentiel de quitter le territoire et acceptent bien plus volontiers qu'avant, cette mobilité-là, et c'est des choses qui nous inquiètent. Alors, on a parlé insécurité donc dans l'espace public, mais il y a aussi la cybercriminalité qui a explosé ces dernières années. Donc, un chiffre marquant peut-être pour nos auditeurs. L'an dernier, une cyberattaque était recensée toutes les 8 minutes et demie. Est-ce que les entreprises genevoises sont suffisamment préparées face à ces risques numériques, Édouard Coindet? Alors la prise de conscience est très forte de ce risque cyber. Évidemment, les banques sont souvent visées par ces cyberattaques et donc elles ont consenti des investissements considérables pour y faire face. Et comme dans tous les domaines, l'union fait la force et une association a été créée au niveau suisse qui réunit déjà 140 membres depuis 2022, qui réunit non seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics pour répondre de la manière la plus efficace à ces risques. Les établissements bancaires et financiers ont également consenti des investissements énormes en interne pour leurs solutions IT, enfin technologiques en interne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est évidemment l'impact de l'intelligence artificielle. C'est un outil très utile pour les établissements afin de détecter les fraudes, parce qu'il y a un nombre énorme de données, donc on peut traquer les fraudes grâce à l'intelligence artificielle, et puis aussi y remédier. Mais à l'inverse, les escrocs en tout genre utilisent aussi l'intelligence artificielle de manière de plus en plus sophistiquée. Donc on a une espèce de jeu du chat et de la souris et d'inflation technologique, mais qui font prendre conscience aux banques de l'importance de cette problématique et elles mettent des moyens considérables pour y faire face. Et je pense que Genève doit montrer sa résilience en matière de cyberattaque parce que, comme je reviens toujours à ma notion de confiance, les clients doivent aussi avoir confiance dans le système technologique mis en place par les établissements bancaires et financiers. Il y a plus de moyens qui sont mis en place. Ah, et ça, c'est des investissements qui se chiffrent en dizaines, voire centaines de millions. Et c'est pour ça aussi que la mutualisation est très importante à travers une association commune parce qu'il y a un échange de bonnes pratiques et puis un échange d'informations aussi. Comme ça, les gens peuvent s'alerter entre eux pour faire face à ces attaques qui sont, c'est vrai, extrêmement nombreuses. Et l'élément aussi clé, c'est la formation des collaboratrices et des collaborateurs parce que les cyberattaques
entrent souvent dans les entreprises à travers les collaboratrices et les collaborateurs. C'est souvent à travers des emails ou des accès Internet ou autres que les malwares ou en fait, les attaques se font dans les entreprises. Donc la formation est très importante et à Genève, on a la chance d'avoir au niveau de la formation plusieurs organismes qui fournissent des formations spécifiques sur ces enjeux. Le fameux mail du président, c'est ça. Et maintenant, enfin, ce qui est extrêmement frappant, c'est aussi la voix des clients est imitée pour donner les ordres de transfert. Et donc, il faut mettre des nouvelles méthodes de sécurisation des ordres. Et une fois que le transfert est effectué, il est très difficile de récupérer les avoirs. Donc, en amont, il doit y avoir vraiment des processus extrêmement stricts pour éviter ces fraudes. L'association juste que vous avez mentionnée, c'est quoi? Depuis 2022, il y a une association qui a été créée qui s'appelle le Swiss Financial Sector Cyber Security Center, qui a été créé en 2022 et comme je l'ai dit, elle comporte 180 membres, tant privés que publics. Et c'est encore un domaine, comme dans la sécurité aussi physique, la collaboration étroite entre le secteur privé et le secteur public est indispensable. Et vous, Maximilien, est-ce qu'à Vendeuvre, vous avez mis en place des choses pour peut-être sensibiliser les habitants contre les escroqueries en ligne, certaines arnaques? Alors, c'est des choses qui nous préoccupent fortement. On essaye de mettre en place, surtout par le biais de la prévention, un certain nombre de choses afin que la population soit non seulement informée des risques qui existent, et je pense surtout à nos aînés. Donc, on a beaucoup de sorties des aînés pendant l'année et on essaye à de nombreuses reprises d'informer, pas d'éduquer, mais disons d'expliquer quels sont les risques, quels sont les comportements adéquats à avoir et faire en sorte que les personnes soient les plus méfiantes possibles, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Mon préopinant l'a bien dit, maintenant les moyens technologiques sont tels que parfois on a même eu des cas où il y a la voix des enfants de personnes âgées qui sont imitées afin de demander des versements, disant qu'ils sont dans des situations délicates ou des problèmes d'accidents de voiture notamment. Donc on observe ce genre de comportement qui existe, qui explose même. Donc on essaye de faire en sorte que les gens soient informés. On a aussi notre police municipale qui est formée pour ce genre de problématiques, qui peuvent approcher les personnes ou aider à la résolution de cas. Mais c'est compliqué d'agir parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens dédiés à ça. Donc on essaye un maximum lors des séances publiques ou les sorties des aînés, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'agir pour que les gens soient le plus informés et les bons réflexes à adopter. Mais on voit de plus en plus même des personnes plus jeunes qui tombent dans des pièges, notamment avec ces faux appels de banque. Donc c'est un problème et il n'y a pas de solution miracle, mais petit à petit, j'ai bon espoir que par l'information et la prévention, on puisse arriver à une situation qui soit la plus sûre possible. Est-ce que les habitants, ils communiquent aussi, entre eux? Parce que j'avais vu, par exemple, des applications, qui avaient été développées pour que les habitants signalent un peu, les délits. Alors nous, on a 2 systèmes, je dirais. On a le premier on a développé une application communale. Donc, par ce biais-là, ça nous permet de transmettre un certain nombre d'informations qui soient donc, un canal officiel de la commune. Et d'autre part, on a aussi, les groupes WhatsApp qui existent, d'habitants eux-mêmes qui les ont créés. Il y en a un principal qui est un grand groupe WhatsApp avec, plus de 200 personnes dessus. Donc ça nous permet aussi, par le biais soit de nos conseillers municipaux, soit de nous-mêmes, de pouvoir faire circuler un certain nombre de messages. Donc actuellement, on a ces 2 moyens de communication, je dirais, donc un officiel, un qui l'est moins, mais on essaye de cibler un maximum de gens avec ces moyens-là. Vous êtes au contact direct de la population, finalement. Exactement, on essaye. La communication, c'est un des éléments clés, on le voit parce que c'est difficile. Souvent, les gens nous disent: «Mais vous communiquez pas assez», parfois trop, donc l'équilibre est difficile à maintenir. Mais voilà, on essaye de privilégier un canal d'information qui soit le plus officiel possible, sans trop nous immiscer ou être dans la réaction, notamment sur ces groupes WhatsApp ou les réseaux sociaux. De toute façon, en tant qu'institution, on va toujours réagir trop tard, mais on essaye d'anticiper un certain nombre de choses et d'être le plus proactif possible afin d'éviter justement qu'il y ait des emballements, des mauvaises compréhensions de situations. Mais c'est pas une chose facile. Puisqu'on parle de solutions, moi je voulais vous poser la question, Edouard Condet. Genève, place internationale, qu'est-ce qui est mis pour la sécurité des clients, voilà, qui viennent ici au niveau de la sécurité physique? Qu'est-ce qu'on a pris des nouvelles dispositions, par exemple? Alors, évidemment que les clients étrangers sont essentiels pour la place financière genevoise.
Pour rappel, les avoirs étrangers gérés par les banques suisses représentent 4 200 milliards de francs suisses, donc c'est absolument gigantesque. C'est 45% des actifs gérés en Suisse. Pour Genève, qui est une place par essence internationale, c'est d'autant plus important. Donc la sécurité commence au fond dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare, et ça passe souvent par la présence physique de la police, qui est la police cantonale. Je dois dire que les relations entre la place financière et la police cantonale sont tout à fait harmonieuses et efficaces. Mais ça passe aussi dans les communes par la police municipale. Ça passe aussi dans les établissements bancaires par des mesures très strictes en matière de sécurité. On n'entre pas dans un établissement bancaire comme dans un moulin. Et ça passe aussi par des choses pratiques comme la protection des bancomates, parce qu'on voit beaucoup dans les journaux que des bancomates sont attaqués. Et bien là aussi, des mesures doivent être prises pour des mesures technologiques et puis aussi des mesures, par exemple, pour la traçabilité des billets qui se trouvent dans les bancomates. Donc il faut que les malfrats sachent qu'ils ne s'en tireront pas facilement. Il y a aussi tout un système de surveillance vidéo, etc. Ce qui fait que les clients, d'ailleurs pas seulement étrangers, mais aussi locaux, se sentent en sécurité. Et on voit que ça peut marcher parce qu'il y a quelques années, vous vous souviendrez peut-être des célèbres bonneteaux qui étaient des escroqueries qui étaient pratiquées envers les clients étrangers sur les quais et qui, grâce à une intervention efficace des forces de police, a pu être éradiquées. Maintenant, des risques qui existent, c'est les vols de montres, par exemple, et ça, les clients étrangers en parlent. Et là aussi, les clients doivent prendre leurs propres précautions parce qu'au fond, chacun doit être responsable aussi de sa propre sécurité. Mais une présence policière dans l'espace public est essentielle. Donc, on donne des consignes aux clients. Au fond, les attentes en termes de sécurité sont très élevées en Suisse parce qu'on jouit d'une excellente image. Donc, évidemment qu'il faut tout faire pour que ces attentes soient respectées. Et on peut aussi indiquer aux clients comment se comporter. Mais c'est surtout à nous de prendre nos responsabilités pour que ces accueils soient le plus sécurisés possible, au fond, conformément aux attentes légitimes de la clientèle. Vous, Maximilien Turritini, avant d'eux, vous avez aussi agi. C'était une nouvelle qui a fait assez parler de votre commune. Vous travaillez sur un important projet de vidéosurveillance. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce projet? Oui, alors tout à fait. C'est un projet qui est né justement de la situation compliquée que nous avons vécue ces 2 dernières années, mais principalement à l'été 2025. C'est des réflexions qui étaient en cours, mais qui ont été précipitées notamment par des brigandages, donc homejacking, que nous avons malheureusement vécu sur notre territoire l'été passé, qui ont fait qu'on a dû aller accélérer un petit peu le calendrier pour la création de ce projet-là. Donc l'idée, le projet, il est en 2 volets, à savoir le premier, c'est surtout celui-là qui a fait grand bruit, c'est cette fameuse frontière virtuelle avec des caméras avec la technologie LAPI, donc lecture automatique de plaques d'immatriculation, qui lui serait principalement, en tout cas dans notre volonté, installé sur des axes, les grands axes d'entrée et de sortie de la commune. Le problème que nous avons actuellement par rapport à cet élément-là, c'est que nous n'avons pas les bases légales suffisantes pour l'application de cette mesure. Donc disons, on avance avec le projet comme ça, tout est déjà en cours. Mais nous devrons attendre, bien évidemment, on ne va pas installer quelque chose qui n'est pas autorisé avant qu'il y ait un changement éventuel au niveau législatif. Donc ça, c'est le premier pan du projet. Le second, en revanche, qui lui est en train d'avancer, c'est la mise en place d'un système de vidéosurveillance sur et à l'intérieur des chemins communaux. Donc celui-là, nous avons le potentiel et la compétence de le faire. Donc ça, on a bon espoir. Là, on a lancé un appel d'offres qui est en cours, qui se termine à la fin du mois. Donc au printemps, nous pourrons aller de l'avant si le calendrier est respecté avec la mise en place de une vingtaine de caméras sur le territoire communal. Alors ce n'est pas une solution miracle, mais disons que ça aide beaucoup à la résolution des cas. Ça, c'est l'objectif principal. Donc ce n'est pas forcément une mesure proactive, en tout cas au début, mais on a bon espoir en voyant le retour d'expérience d'un certain nombre d'autres communes, notamment voisines, qui ont déjà de la vidéosurveillance sur leur territoire, que, in fine, ça permet justement non seulement la résolution de cas, mais de faire baisser le nombre d'événements. Là, je parle notamment surtout de cambriolage. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une coordination et une collaboration étroite et d'offrir des moyens supplémentaires à la police judiciaire pour la résolution de ces cas. Les habitants, ils ont pris comment cette nouvelle un peu? Ça a été quoi l'écho? En grande majorité positif. C'est un élément qui rassure. C'était une forte demande même, en tout cas dans nos dernières séances publiques, ou nos séances avec la police cantonale et la police municipale.
On a observé cette demande et on a ressenti un soulagement certain lorsqu'on a annoncé qu'on avançait avec ce projet. Alors bien évidemment, on va jamais assez vite pour les gens, mais disons le processus prend du temps. On a un certain nombre de critères légaux à respecter. Donc voilà, mais en tout cas, c'était une forte volonté populaire. Ça, on a pu le ressentir. Et depuis lors, la situation est plutôt apaisée au niveau du sentiment d'insécurité, alors qui s'explique par une baisse de chiffres depuis l'été passé, une baisse assez massive, tant mieux. Mais disons qu'il il faut pas se satisfaire de ça. Et une fois de plus, l'équilibre est fragile. Les cambriolages arrivent souvent par vagues. Donc on n'est pas à l'abri d'une remontée soudaine de ces chiffres-là. Donc il faut qu'on poursuive nos efforts pour aller dans cette direction-là. Justement, il y a une motion qui a été déposée au Grand Conseil par des députés. Donc, elle se nomme une action forte contre le homejacking. Elle a été déposée en août 2025. Alors, bon, peut-être pour ceux qui nous écoutent, donc à l'intérieur de cette motion, on a une demande d'un renforcement policier, collaboration transfrontalière. On a cette lecture automatisée des plaques de véhicules signalés. Puis il y a aussi justement cette vidéosurveillance dont vous parlez. Actuellement, on en est où avec cette motion? Il y a eu des débats? C'est une motion qui a été en partie produite parce que un certain nombre de magistrats communaux ont aussi discuté avec des députés. Donc ça a permis justement une coordination pré-écriture, je vais le dire comme ça. Donc nous, on était tout à fait satisfaits que les choses avancent rapidement. Il y a eu une réaction qui est très bonne de la part d'un certain nombre de députés. Donc on est ravis en tout cas que cette motion ait été rédigée et déposée. On attend de voir la suite. Édouard Coindet, vous avez peut-être un mot à dire sur cette motion ou... Nous, on regarde l'ensemble du dispositif et toute intervention raisonnable, d'ailleurs, ce qu'est le cas de cette motion, qui va dans le sens d'un renforcement du dispositif de sécurité, est accueillie favorablement. Et c'est vrai que le homejacking a créé beaucoup d'émoi à justifier dans le monde économique aussi. Donc, je pense que le monde de l'entreprise a tout intérêt à ce que ce dispositif policier soit renforcé pour lutter contre ces homejacking qui sont des éléments extrêmement traumatisants pour les victimes. Le canton de Berne, lui, il utilise déjà un système de recherche automatisée de véhicules et de surveillance. On en tire quel bilan? Alors apparemment, d'après les éléments que j'ai en ma possession, c'est une mesure qui est efficace. En tout cas, en termes de résolution des cas, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça permet d'avoir une surveillance. Alors, en tout cas, pour notre projet, on parle de vidéosurveillance et pas de vidéoprotection. Il y a une nuance à observer, donc on a encore moins les bases légales pour de la vidéoprotection. Disons, c'est beaucoup plus complexe. Donc la vidéosurveillance, c'est de la surveillance a posteriori, disons, où on interroge des images après coup. Mais pour tout ce qui est, par exemple, lecture de plaques d'immatriculation, ça, c'est un moyen extrêmement efficace pour de la recherche. C'est vrai que la police peut interroger aussi le système pour avoir un certain nombre de données, de voir quel type de véhicule ou quelle plaque est passée à tel moment. On le voit aux douanes aussi, c'est quelque chose qui est interrogé régulièrement. Enfin, je dirais plus de 90% des cas, ça c'est les chiffres qu'on nous donne, d'événements particuliers type cambriolage ou homejacking. Dans plus de 90% des cas, le début de l'enquête se fait par le biais d'une plaque d'immatriculation ou d'un signalement de véhicule. Avant même les individus ou les personnes, c'est vraiment les véhicules qui permettent de venir sur place, qui permettent le départ d'une enquête. Donc. Alors, on parle aussi de la police municipale au sein de ce débat, on va dire, général sur l'insécurité. Est-ce que, Monsieur Turrettini, est-ce que vous pensez que les moyens de défense des agents de la police municipale, ils sont toujours en adéquation avec les missions? C'est une très bonne question, mais qui est néanmoins complexe, parce que c'est vrai qu'on observe des différences entre les polices municipales. C'est vrai qu'à Vendôme, nous avons 2 agents de police municipale, ce qui est pas énorme, mais on peut difficilement comparer leur mission, par exemple, avec la police municipale en ville de Genève ou dans des grandes villes comme Meyrin, Vernier. Donc ces éléments-là sont durs à cibler. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de définition des missions. Actuellement, la police municipale a peu ou pas assez de compétences, notamment en matière de police de proximité ou de police tout court. Les communes, en grande majorité, souhaitent qu'il y ait une redéfinition du rôle et en tout cas des missions de la police de proximité avec une intégration ou une réflexion un peu plus large et l'intégration de la police municipale. Ces discussions, pour le moment, sont à l'arrêt, ce que je déplore fortement. À mon avis, plus que les moyens,
C'est vraiment le cahier des charges et la redéfinition des missions et des compétences que les polices municipales ont qui doit être mis sur la table. Et au niveau de la répartition, des tâches peut-être enfin la collaboration on va dire entre, police municipale et puis, cantonale, ça se passe, comment? Alors ça se passe très bien. Au niveau opérationnel, je dirais, les choses se passent à merveille. La collaboration est très bonne, tant au niveau de la police de proximité, de la police cantonale. Le rapport avec nos agents est très bon. Les autres communes nous communiquent tout à fait la même chose. Au niveau de la police cantonale, de façon plus large, ou même les brigades de police judiciaire, c'est tout à fait la même chose. Je dirais qu'au niveau politique, c'est une chose, mais au niveau opérationnel, disons, les choses se passent extrêmement bien. Les missions sont très claires. Il y a un soutien des polices municipales qui est important au niveau des tâches, dans le cadre bien évidemment de leurs compétences, qui fonctionnent. Donc après, il faudra une fois de plus voir ce qu'on peut faire au niveau du cahier des charges et des compétences des uns et des autres. Mais en tout cas, le rapport opérationnel fonctionne et est très bon. On arrive à la fin de notre discussion. Pour conclure, est-ce que chacun d'entre vous pourrait résumer en une phrase? Alors des fois c'est un peu compliqué, mais on va essayer. C'est quoi la priorité absolue pour que Genève reste un canton sûr et attractif? La sécurité fait indéniablement partie de l'ADN de la Suisse et de Genève. Il faut donc tout mettre en œuvre pour la préserver. Cela implique une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, la police cantonale, municipale et les entreprises. Et c'est seulement avec cette jonction de toutes les forces que nous arriverons à préserver cette indispensable sécurité. Il faut que la sécurité, tout d'abord, reste au centre de nos préoccupations, et il ne faut jamais oublier que la sécurité maintient l'attractivité de la population et des étrangers pour le canton de Genève, pour les communes et plus largement au niveau même au niveau fédéral, au niveau suisse. Donc ne pas oublier la sécurité, c'est une mission essentielle des autorités, et il faut que l'on continue dans cette voie-là afin de la garantir à tout moment et pour tous. Maximilien Tourettini, Édouard Candet, merci beaucoup pour votre éclairage. Avec Marine, on vous retrouve très prochainement pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.